Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Alors, j'ai moi pour objet aujourd'hui de vous présenter un petit peu la sécurité pour les convoyeurs pour le vrac. En deux mots, juste avant, je vais vous dire un petit peu pour quelle organisation je travaille et ce que nous y faisons très rapidement. L'organisation dans laquelle je travaille se nomme Evolis. Evolis, en fait, c'est une organisation professionnelle. C'est une association, loi 1901, mais qui a un statut particulier qui est reconnu par l'État, qui est d'être l'organisation professionnelle des fabricants de machines et d'équipements. Tout secteur confondu, sauf le machinisme agricole, on a une autre organisation dans ce domaine-là. Mais tout ce qui est matériel et équipement pour le BTP, la manutention, la logistique, la robotique, la machine-outil, tous ces fabricants, concepteurs, constructeurs, intégrateurs de machines sont, s'ils le veulent, dans notre organisation pour qu'on défende leurs intérêts techniques et économiques. C'est la mission d'une organisation professionnelle. On fait partie de l'organisation patronale. Tout en haut, il y a le MEDEF. Et puis en dessous, il y a des fédérations et des organisations professionnelles qui sont sur les sujets métiers des différentes entreprises dans les différents secteurs d'activité économique. Voilà, donc Evolis représente les fabricants, concepteurs, constructeurs de matériel établis en France et qui travaillent sur le marché français, européen, voire international. Et moi, je suis au sein d'Evolis en charge du pôle technique et environnement. Nous sommes 5 personnes. Nous passons notre temps à travailler sur les textes qui gouvernent la vie des produits. Les textes législatifs et réglementaires, les textes normatifs également. Le terrain de jeu, c'est surtout l'Europe, de plus en plus, pour la partie législation. En normalisation, c'est de plus en plus l'international. Ça a été beaucoup l'Europe, ça l'est toujours, mais de plus en plus de travaux s'internationalisent sur les normes de sécurité des machines. L'objet aujourd'hui de ma présentation, j'ai préparé quelques slides, mais pour moi, c'est de faire une ouverture sur ce qu'est la norme de sécurité des machines pour les convoyeurs, mais de manière générale, quel est l'intérêt de participer à la normalisation? C'est un petit peu ça l'objet, démystifier un petit peu l'objet normatif qui est souvent très mal connu, qui est souvent un mot qu'on confond avec plein d'autres choses. La normalisation, c'est souvent pris comme quelque chose de rébarbatif, qu'on confond avec la réglementation, c'est pas la même chose. Donc c'est une introduction au sujet de la normalisation et de l'intérêt de participer en tant qu'entreprise ou préventeur. Vous pouvez être préventeur, je ne sais pas ce que vous faites, quelles sont vos fonctions et pour quelle société vous travaillez. Ou vous pouvez être aussi client. Nous embarquons toutes les parties prenantes dans ces processus-là. Ça se veut être aussi un échange, donc n'hésitez pas à m'interrompre à quelques moments que ce soit dans ma présentation parce que je peux parler pendant des heures du sujet et vous fatiguer, donc n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Alors j'ai prévu de structurer la présentation autour de 4 thèmes. Rappeler quelques obligations qui s'imposent aux différents opérateurs économiques dans le domaine de la sécurité. Ça sera rapide, une slide. Les obligations pour les fabricants et intégrateurs, concepteurs, metteurs sur le marché, importateurs aussi, de convoyeurs pour le vrac. La norme N620, qui est la norme de sécurité des convoyeurs pour le vrac, vous en dire quelques mots sur le texte lui-même et puis les principaux apports de la dernière version qui date de 2021. Et puis aussi vous faire part d'une actualité et des prochaines étapes qui s'annoncent dans le domaine de la sécurité des convoyeurs pour le vrac. Alors le cadre réglementaire lié à la conception et à l'utilisation en sécurité des machines. Pour nous, à Evolis, il se résume en une slide qui est un peu dense, désolé, mais qui est la suivante. Vous avez à gauche les obligations qui pèsent pour les concepteurs, constructeurs, on va dire les metteurs sur le marché en Europe
de machines au sens large. Cette slide-là vaut pour n'importe quel type de machine et d'équipement, hein, pas seulement les convoyeurs. Donc les responsabilités par rapport au texte fondamental qui est la législation européenne sur la sécurité des machines, les responsabilités sont du côté des metteurs sur le marché. Jusqu'à la première mise sur le marché et la première mise en service des machines, le but de la législation européenne sur la sécurité des machines, c'est que les matériels soient conformes à des exigences qui sont encapsulées dans le texte européen. Et pour atteindre ce but, il y a des moyens au niveau légaux qui doivent être accomplis par tous les metteurs sur le marché. Faire une analyse de risque, paraît la moindre des choses, mais suivant une méthodologie qui est bien spécifique au domaine des machines. Établir un dossier technique, qui est le know-how du constructeur, c'est confidentiel, c'est son savoir-faire, mais il doit pouvoir le tenir à la disposition d'une autorité sur demande motivée, quand il y a un accident grave ou mortel, par exemple. Un marquage CE, délivrer des notices d'instruction qui accompagnent les machines, et puis également signer une déclaration de conformité qui atteste au nom de l'entreprise que la machine est bien conforme au moment où vous la mettez sur le marché. Et puis la législation est plutôt bien faite au niveau européen, et c'est la même chose dans chaque pays au niveau national. Vous avez, après la mise sur le marché d'une machine, une forme de continuité finalement dans l'objectif lié à la sécurité des personnes. Si vous avez la conformité de la machine au moment de la mise sur le marché qui s'applique aux metteurs sur le marché, vous avez ensuite, dans le domaine de l'utilisation des équipements de travail, la législation européenne sur l'utilisation des équipements de travail, justement, pose là aux employeurs utilisateurs et qui a pour but de maintenir en état de conformité la machine. Il y a, vous voyez, donc une continuité dans l'obligation de maintien en état de conformité de la machine qui est assez logique. Tout ça, c'est pour la sécurité des travailleurs. Ce maintien en état de conformité, ça, c'est quelque chose qui est européen. Il n'y a pas de divergence au niveau national. Après, la façon dont c'est appliqué, ce principe, cet objectif légal, ça peut varier d'un pays à un autre. En France, on a, par des arrêtés, défini des obligations périodiques, des obligations de vérification périodique de certains équipements qu'on considère accidentogènes, plus accidentogènes que les jaunes. C'est le cas par exemple des appareils de levage. Ça peut être le cas de certains équipements de BTP. Il y a les bonnes pratiques de la profession. Une organisation professionnelle en rédige des bonnes pratiques avec les concepteurs constructeurs. Et puis il peut y avoir des recommandations aussi ministérielles. C'est le cas en France dans le domaine des modifications de machines en service. Ça, c'est un vrai gros sujet de sécurité. Les machines qui sont modifiées pendant leur phase d'exploitation peuvent être parfois mal modifiées et ne plus respecter l'état de conformité d'origine de la machine, sans que ça soit mal intentionné au départ par le modificateur. Ça peut conduire à des non-conformités de la machine et à des accidents graves. Et donc là, il y a des recommandations qui sont purement françaises qui s'appliquent dans le cas des modifications de machines. Voilà, ça c'était pour le petit rappel des obligations des différents acteurs sur le cycle de vie complet des machines dans le domaine de la sécurité. Je ne sais pas si à ce stade-là il y a des questions, c'est clair? Non? Ok. Je continue. Alors, pour les fabricants, quelles obligations respecter? Donc on a vu à gauche qu'il y avait bien sûr pour la sécurité la législation européenne sur la sécurité des machines. Alors c'est une directive qui est devenue un règlement. Le règlement a été publié cette année, en juin 2023. Il n'est pas encore entré en application effective. Son application effective, ça sera début 2026. On est dans une phase de transition là. Le règlement il fixe des objectifs à atteindre avec ce qu'on appelle des exigences essentielles de santé et sécurité qui, elles, vont adresser tous les types de risques qui existent sur les machines, risques électriques, risques mécaniques, risques de chute, etc. C'est rédigé dans des termes très très généraux. Et l'objectif des normes,
c'est de traduire finalement en termes techniques les exigences essentielles qui sont pertinentes pour une famille de machines considérées, les convoyeurs par exemple, pour le vrac. On repère donc les exigences essentielles de santé et sécurité qui sont pertinentes, et en face de ces exigences qui sont écrites de manière très générale, on met des spécifications techniques précises, pertinentes pour le produit en question. C'est ce qu'on appelle les prescriptions techniques. La norme européenne, qui est rédigée un peu en miroir de la législation européenne, reste d'application volontaire. Ça n'est pas obligatoire de respecter une norme européenne. Par contre, c'est un outil qui, par sa portée européenne, par sa reconnaissance, parce qu'on la rédige avec plusieurs parties prenantes, pas seulement qu'entre constructeurs. On essaie de faire venir les clients, les grands donneurs d'ordre, mais les petits aussi, s'ils le veulent, s'ils le peuvent. Les préventeurs participent aussi à ce processus-là. Donc il y a une reconnaissance aussi de la norme européenne, en plus du fait qu'elle est connue, elle est reconnue. Elle est donc reconnue et ça confère aux fabricants qui appliquent cette norme une sécurité en quelque sorte par rapport à des questions de sécurité qui peuvent être traitées parfois sur le terrain avec un organisme de contrôle, une inspection du travail ou je ne sais quel autre acteur. La particularité dans le domaine de la sécurité des machines, c'est que les normes européennes ont un statut en plus spécial qu'on dit harmonisé. Lorsqu'elles sont citées au journal officiel de l'Union européenne, ça confère à cette norme ce statut spécial de norme harmonisée. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dès lors qu'un fabricant applique la norme européenne, qui a été citée au journal officiel, qui a ce statut de norme harmonisée, il a une présomption de conformité à la législation européenne. Donc là, il y a une sécurisation juridique, on va dire, pour le fabricant à appliquer la norme européenne, parce que ça, c'est reconnu dans la législation européenne. Elle confère une présomption de conformité aux exigences essentielles qui ont été traitées dans la norme. Ça ne veut pas dire que vous êtes conforme si vous appliquez la norme, ça veut dire que vous êtes présumé conforme. Concrètement, ça veut dire qu'en cas d'accident grave ou mortel, lorsque vous rentrez en discussion en tant que fabricant avec votre client ou avec une autorité de surveillance du marché, une inspection du travail ou avec un organisme de contrôle, la première chose qu'on va regarder, c'est la norme qui s'appliquait au moment de la mise sur le marché de la machine. Et on va comparer la machine avec la norme de l'époque. La norme au temps zéro, vous savez, celle qui était applicable au moment de la mise sur le marché. La norme, en fait, européenne harmonisée, elle n'est pas seulement utilisée par les fabricants, elle est aussi utilisée par tout l'écosystème, ceux qui veillent à la bonne conformité des machines, à la sécurité des machines. Et donc, une inspection du travail, typiquement, va forcément, à un moment donné, regarder ce qui est écrit dans la norme européenne harmonisée dans ces cas d'accident grave ou mortel. Et donc la présomption de conformité, ça ne veut pas dire conformité, mais ça veut dire que à partir du moment où le fabricant a appliqué dans la norme des exigences essentielles qui ont été traitées, comme le document européen est connu et reconnu, listé au journal officiel de l'Union européenne, il y a deux cas de figure. Soit on met le doigt sur un sujet qui n'a pas été traité par la norme, parce qu'elle était lacunaire. La présomption de conformité ne vaut pas dans ce cas-là. Et donc, c'est le fabricant qui va devoir se justifier sur les moyens techniques, les mesures qu'il a mis en œuvre en termes de conception sur la machine pour garantir la bonne sécurité de l'opérateur dans toutes les phases de cycle de vie de la machine. Si au contraire, le sujet porte sur une exigence essentielle qui a été traitée dans la norme, alors ça n'est pas un problème du constructeur lui-même seulement, ça va être un problème pour tous les constructeurs. C'est que soit la norme, elle était bien rédigée, et le sujet, c'est pas la conception de la machine, c'est peut-être une mauvaise utilisation, donc le débat peut être porté sur un autre aspect. Le sujet, ça peut être aussi la norme était mal rédigée
elle n'allait pas assez loin, pas assez précise, et il faut peut-être réviser la norme. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent s'ouvrir quand on est à traiter des cas comme ça. Mais la présomption de conformité, dès lors que vous êtes sur une clause de la norme qui répondait à une exigence essentielle issue de la législation, à partir du moment où vous l'avez appliquée, le débat se porte plus après sur le constructeur lui-même. C'est un débat qui soit devient européen, soit qui revient sur le côté utilisation des machines parce que en fait la machine elle est conforme. Donc tout ça pour dire que la norme européenne dans le domaine de la sécurité, elle est peut-être d'application volontaire, mais dans les faits, elle est appliquée par tous les industriels, quasiment tous ceux que je connais en tout cas, appliquent les normes européennes harmonisées. Il y a quelques exceptions, les matériels qui sont sur des marchés de niche, eux n'ont pas encore de normes européennes pour décrire leurs propres produits. Et donc là, ils travaillent en faisant leur dossier technique seuls dans leur coin. Mais sinon, à part ces cas de figure-là, les industriels travaillent avec la norme européenne harmonisée, mais également les inspections du travail, les organismes de contrôle et tout l'écosystème. Avant que j'entre un peu plus dans la norme EN 620, peut-être des questions ou non? N'hésitez pas, hein, encore une fois. Alors, j'ai pas prévu de rentrer dans l'intimité du texte lui-même, de la norme, pas faire une conférence technique sur l'EN 620 et ce qu'elle dit dans les moindres détails. Si vous avez des questions et que je peux y répondre, j'y répondrai. Sinon, vous aurez mes coordonnées à la fin, vous pourrez m'envoyer vos questions et j'y répondrai après coup. Alors, son positionnement dans la hiérarchie des textes. On distingue 3 types de normes au niveau européen. Des normes qu'on va qualifier de fondamentales, qui sont très transverses, qui vont décrire un petit peu la philosophie de l'approche d'analyse de risque, la méthodologie. C'est typiquement le cas de l'EN ISO 1200, qui est une norme fondamentale, puisque elle décrit comment on doit faire l'analyse de risque machine pour bien transcrire les exigences essentielles issues de la législation en prescription technique dans les normes européennes. Ensuite, on a les normes de type B, qui, elles, sont aussi des normes transverses et qui sont citées en référence dans les normes produits, qui sont les normes de type C. Les normes de type B, on va trouver par exemple la série des EN ISO 1422. Alors, il y a plusieurs parties, partie 1 à 5, je crois que ça s'arrête à 5 maintenant. C'est tous les moyens d'accès. Les moyens d'accès, en fait, on les retrouve sur plein de typologies de machines, plutôt stationnaires. Et plutôt que de faire des prescriptions de sécurité sur les moyens d'accès pour toutes les typologies de machines, eh bien, on a fait une norme très transverse, moyens d'accès, échelle, escalier, tout type d'accès, passerelle. Et c'est à cette norme très transverse que se réfèrent les normes de type C pour les produits qui ont des moyens d'accès. Il est possible que parfois on vienne ajouter des prescriptions sur les accès dans une norme produit ou qu'on vienne déroger sous justification à des prescriptions de la norme de type B. Et tout ça, ça se discute dans la norme produit. La norme produit, elle va donc faire référence à des normes fondamentales, à des normes transverses, et puis elle va éventuellement moduler l'application de certaines normes transverses parce que la spécificité du produit oblige à adapter un petit peu des textes normatifs de type B, par exemple. Et puis aussi et surtout, la norme produit, elle va ajouter, décrire toutes les prescriptions techniques pertinentes pour toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité spécifiques au produit. La particularité de l'EN 620, norme de sécurité des convoyeurs pour le vrac, c'est que les convoyeurs, en fait, ce sont des quasi-machines qui ont vocation à s'intégrer dans des ensembles plus grands. Et donc, quand on travaille sur la norme EN 620, on travaille par ricochet
par le jeu des références normatives, on travaille par ricochet sur d'autres normes produits. J'en ai listé quelques-unes ici, là. Ces normes produits font référence à l'EN 620. Parce que dans les centrales d'enrobés, par exemple, on intègre des convoyeurs pour le vrac. Et le vrac, là, c'est des matériaux bitumineux. Et donc, cette norme-là, elle est stratégique pour nous, représentant les fabricants de matériel, parce que on travaille non seulement sur une norme c'est presque une norme de type B, finalement, le N620, parce qu'elle est référencée dans plein de produits différents, dans plein de normes produits différents. Et c'est donc pour cette raison-là que, aussi, je suis là aujourd'hui, c'est que les usages des convoyeurs pour le vrac sont tellement divers et variés qu'on voudrait s'assurer que lorsqu'on va à nouveau travailler sur le N620 demain, on adresse bien tous les usages des convoyeurs pour le vrac et pas seulement ceux qu'on avait en tête au moment où on a travaillé à la dernière révision de la norme. Parce qu'il y a encore une fois, en fonction des usages, des spécificités peut-être à prendre en compte par rapport à des sujets métiers et dont il faut tenir compte pour adapter la norme à toutes ces variétés d'usages. Donc là, la norme N620, édition 2021, est harmonisée. Elle donne donc présomption de conformité aujourd'hui à la directive machine pour les exigences qu'elle traite. Alors il y a quelques exigences qui ont été exclues du champ d'application, comme je crois le risque à texte de mémoire. Je crois qu'on a exclu aussi le risque de compatibilité électromagnétique. Voilà, il y a quelques risques comme ça qui ont été exclus parce que ils ont été jugés moins significatifs, pertinents pour les experts qui étaient autour de la table au moment où on a rédigé le texte, au regard de l'accidentologie. Et là, on était bien placé pour avoir des retours, puisqu'on avait l'INRS, on avait le ministère du Travail en France, pour nous faire des retours sur ce sujet-là. Donc, avec les experts qui étaient présents autour de la table, voilà, il y a quelques risques qui ont été exclus, mais sinon, toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité principales de la législation machine ont été adressées dans la dernière version de 2021. Bon, la genèse de la révision qui a été initiée en 2012, la norme était obsolète. Il y avait à l'intérieur de la norme des prescriptions qu'on avait bien du mal à comprendre, même parfois. C'était pas rédigé par nous, c'était rédigé par nos prédécesseurs. Elle reflétait pas du tout l'état de l'art. Et puis aussi et surtout, par rapport à l'accidentologie, elle était lacunaire sur pas mal d'aspects. Il y avait en plus dans cette norme beaucoup de termes qui n'étaient pas définis. Enfin, on ne savait pas très bien de quoi on parlait toujours. Et comme les convoyeurs, ce sont encore une fois des équipements qu'on retrouve dans plein d'ensembles de machines pour des usages très variés, on avait du mal à se comprendre entre experts autour de la table, autour de cette norme. Donc c'est vers l'année 2012-2013 en fait que les fabricants au sein de notre organisation ont souhaité entamer la révision de cette norme. Certains fabricants présents aujourd'hui sont bien placés pour le voir. Ils ont été de l'histoire dès le début. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le texte lui-même, mais juste en substance, ce qu'il faut retenir des principaux apports de la dernière publication. On a fait un gros travail de réécriture des termes et définitions avec des dessins associés pour savoir de quoi on parle quand on parle de convoyeur. Avec des dessins éclatés, de manière à savoir comment on appelle les différents constituants d'un convoyeur et qu'on ait des termes et définitions. Donc ça, c'est le premier gros travail fait par le groupe de travail européen. Ensuite, on a revu des exigences techniques, je disais avant, qui étaient obsolètes, imprécises, voire pas du tout comprises. Ça a été un travail assez profond de réécriture du texte. Et puis là où on a été, alors là, côté français, assez
innovant en quelque sorte, c'est qu'on a introduit des concepts nouveaux dans la norme EN 620 avec des exigences associées. Et ça, c'est le fruit de réflexion du groupe de travail français qui préparait les textes pour le groupe de travail européen. On a introduit un concept de zonage de façon à moduler les exigences de sécurité du convoyeur en fonction du positionnement des opérateurs autour du convoyeur, dans la vie du convoyeur. Quand je dis dans la vie du convoyeur, c'est-à-dire pas seulement en phase d'exploitation, mais en tenant compte aussi des phases de maintenance, de réparation, parce que les accidents qu'on a observés en fait sur les dernières années, et c'est pas seulement vrai pour les convoyeurs, c'est vrai pour d'autres typologies de machines, on s'aperçoit que c'est moins dans la phase d'exploitation qu'ils surviennent, en d'autres phases type maintenance ou transport des machines, ça arrive aussi. Quand il y a des machines qui ont vocation à aller d'un site à un autre, ou qu'on on les emmène pour la première fois sur site, il y a des accidents qui peuvent survenir. C'est ces phases un petit peu oubliées, mais qui sont pourtant à adresser dans la législation européenne, que surviennent encore des accidents. Donc la phase maintenance, par exemple, a été très importante dans le concept de zonage pour moduler les exigences de sécurité des convoyeurs. Typiquement, alors il y a 3 types de zones de mémoire. Il y a les zones à accès restreint, typiquement en phase maintenance par exemple, les zones de danger, les zones pour le public. Donc là, ça va être des accès autour du convoyeur, mais très très bien maîtrisés. Donc vous voyez, on a vraiment essayé de tenir compte de tout l'environnement d'un convoyeur et de toutes les possibilités de présence de personnes formées ou non formées autour d'un convoyeur pendant sa durée de vie. Et puis on a introduit un concept très fort aussi de protection rapprochée pour prévenir les risques au niveau des angles rentrants. Ces angles rentrants qui sont à l'intersection entre une partie fixe et une partie mobile au niveau de rouleaux, qui sont source d'accidents graves, voire mortels. Et alors là, c'est fort de l'expérience qu'on avait dans le domaine des carrières. Et là, c'est vrai qu'on a été beaucoup inspiré par le domaine des carrières, qu'on a introduit dans la norme EN 620 ce concept de protection rapprochée qui n'existait pas. Il existe en France depuis longtemps. Oui, je vois des sourcillements là. Il existe en France depuis longtemps et la pratique, elle est bien établie. Sauf que dans la norme européenne, ce concept-là n'existait pas. Et je dirais même que dans d'autres pays européens, il n'était pas connu ou mal. Et s'il était connu, certains n'en voulaient pas. Des fabricants notamment hors France. Et c'était pourtant tout l'enjeu. C'était adresser ces risques au niveau de ces angles rentrants, parce que l'accidentologie nous apprenait que à chaque fois qu'il y a une grille pour protéger les opérateurs, il y a potentiellement un risque. Pourquoi ? Parce qu'en phase maintenance, qu'est-ce qu'on constatait ? C'est que la grille, on l'enlevait, on intervenait, et puis après, pour des questions de productivité, de confort, parce que les aléas climatiques font que on n'a pas trop envie de s'embêter à remettre la grille maintenant, on se dit on va le faire plus tard. Eh bien la grille elle reste au sol, ou sur le moyen d'accès. Du coup, la machine elle rentre à nouveau en production et elle n'est plus en sécurité. Beaucoup d'accidents sont survenus en fait par défaut de remise en place des protecteurs fixes, des grilles typiquement. Là, le gros avantage des protections rapprochées, c'est qu'elles peuvent prendre des formes différentes. En fait, c'est des dispositifs d'occupation de volume de la zone de danger, de la zone à risque. Là où on peut venir se pincer, se faire râper les membres supérieurs, typiquement, doigts, mains et autres membres du corps. Donc le principe, c'est qu'elle reste toujours en place, cette protection. Parce qu'elle vient occuper le volume et on n'a pas besoin, en phase maintenance, de l'enlever. Ça, c'est la grande force de ces protections-là. Et donc, fort de l'expérience qu'on avait dans le domaine des carrières, qui avait vu chuter le nombre d'accidents liés à ces phases maintenance notamment, on a introduit ce concept-là dans la norme européenne. Ça n'a pas été sans mal. On n'oblige pas
La norme européenne ne dit pas il faut mettre pour tous les angles rentrants une protection rapprochée, mais le concept qui y est maintenant est rentré dans la norme et il y a déjà dans la formulation du texte une inclination forte à se pencher sur cette solution-là plutôt qu'une grille. C'est le résultat d'un consensus avec tous les autres acteurs qui étaient autour de la table. On n'a pas pu forcer l'obligation de cette protection-là pour tous les types de convoyeurs, mais déjà on a introduit le concept et ça c'est déjà très, très, très bien. Mais comme cette norme EN620 est citée dans des normes produits, notamment l'EN 1009-2, dont on a été très partie prenante aussi au niveau européen, c'est la norme sur les systèmes d'alimentation pour les installations de carrière, justement. Qu'est-ce qu'on a fait dans la norme EN 1009-2 ? C'était sous présidence et secrétariat français, donc c'était assez facile pour nous. On était sur les... On tenait le crayon en fait, et dans le groupe de travail qui rédigeait cette norme et dans l'autre groupe de travail qui rédigeait la norme 1009. On a fait référence à l'EN 620, mais on est allé plus loin. On a convaincu les fabricants d'installations de carrières que chaque angle rentrant devait être protégé, de préférence par une protection rapprochée. La formulation du texte là oblige encore plus à réfléchir à une solution par protection rapprochée plutôt que d'apposer un protecteur fixe de type grille. Si on sort du champ purement technique, il y a d'autres apports à la publication de 2021. Pour les fabricants, ça c'est très important. Quand on a une norme européenne, des prescriptions qui sont harmonisées au niveau européen. Les fabricants, ils travaillent pour le marché français, mais quand ils produisent un convoyeur, c'est aussi pour l'exporter en Europe et parfois même au-delà de l'Europe. Et donc quand on a des prescriptions techniques qui sont harmonisées à un niveau européen, eh bien, on s'évite des discussions enfin entre opérateurs économiques dans chaque pays sur c'est quoi le niveau de sécurité pour tel type de machine, etc. La norme et le référentiel qui fait un petit peu force de loi, entre guillemets, mais vous avez compris que ce n'est pas une réglementation en soi. Comme en plus, dans notre stratégie de rédaction des normes européennes, on embarque toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on frappe à la porte du ministère du Travail, de l'INRS, et également des entreprises qui utilisent des convoyeurs, qui achètent les convoyeurs, qui les exploitent pour traiter les vrais sujets de sécurité terrain qu'ils nous font remonter. Quand on a réussi à faire venir les clients aussi autour de la table pour rédiger une nouvelle version de norme européenne, eh bien, la norme européenne, à la fin de la fin, c'est le produit d'un travail collectif et donc elle permet d'augmenter la confiance entre les opérateurs économiques. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de la norme européenne sur les installations de carrière. C'est une norme qu'on a rédigée avec des grands donneurs d'ordre français qui achètent des installations de carrière. Nous, on représentait les fabricants, mais on avait avec nous l'Union européenne des producteurs de granulats qui rassemblent les Colas, les Eurovia, les Cemex, qui utilisent des installations pour extraire des minéraux dans les carrières. Et donc, si la confiance elle augmente, eh bien, la norme européenne elle est même citée après dans les cahiers des charges des secteurs des clients. Et la boucle est bouclée. Beaucoup de sujets de sécurité, tant qu'ils ne sont pas bien traités dans les normes européennes, font l'objet de discussions incessantes sur le terrain entre le constructeur, un organisme de contrôle, l'organisme de contrôle et le client et l'inspection du travail et le constructeur. C'est incessant. Et donc, si la norme européenne n'adresse pas tous les de sécurité, ces discussions-là continuent. Le but, à chaque fois, c'est quand on met tout le monde autour de la table pour la construire, cette norme européenne, eh bien, on s'évite toutes ces discussions
par la suite qui sont chronophages, hein, et qui ne font pas avancer le schmilblick parce que chacun croit avoir raison en bilatéral entre deux acteurs, mais il y en a d'autres, des acteurs, qui ont peut-être des visions différentes. Donc le but, c'est vraiment d'encapsuler dans la norme européenne le résultat d'une discussion entre tous les acteurs. Bon, je vais aller un peu plus vite. L'autre apport de la publication de 2021, c'est que elle intègre l'état de la technique, on a tenu compte de l'état de l'art, la protection rapprochée par occupation de volume, c'était typiquement de l'état de l'art, mais qui n'était pas reconnu dans la norme. Donc on a intégré l'état de l'art dans la norme pour améliorer la sécurité. On intègre bien sûr l'accidentologie, c'est pour ça que INRS, Ministère du Travail, on essaie de les embarquer dans nos processus, et c'est le cas pour le sujet des convoyeurs. Et on adresse le cycle de vie complet de la machine, pas seulement la phase exploitation, vous l'avez vu, la phase maintenance, la phase transport, la phase montage également, sont pris en compte quand on rédige les normes européennes de sécurité. Voilà, et puis alors ça c'est propre à l'Europe, c'est dans le modèle européen, c'est inscrit dans la loi, la conception en sécurité des machines impose d'avoir une vision intégrée de la sécurité à la conception. C'est-à-dire que il faut, dans la hiérarchie de l'analyse de risque, il faut, quand on balaye tous les risques qui existent, supprimer le risque par conception, autant que ça est possible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour tous les risques qu'on n'aura pas réussi à supprimer par conception, il faut, après les avoir identifiés, minimiser, réduire ces risques par des mesures par conception, sur la machine. Et puis enfin, pour tous les risques résiduels, ceux qui demeurent à la fin de la fin, parce qu'il n'y a jamais zéro risque quand on utilise une machine, eh bien, il y a une obligation d'information qui se fait au travers de la notice d'instruction et au travers d'un marquage spécifique sur la machine. Ça, c'est le traitement de la dernière chose qu'on peut faire, c'est informer sur les risques résiduels. Mais tous les autres risques ont dû normalement être traités par conception en les supprimant ou en les minimisant. Ça, c'est un concept très fort qui est européen et qui fait que quand on discute de sécurité à un niveau international, les discussions se compliquent parce que les autres marchés en dehors de l'Europe n'ont pas la même vision, hein. L'homme fait partie de l'équation et on fait beaucoup reposer aussi sur la formation. Dans certains pays, notamment aux États-Unis, on ne fait pas tout reposer sur la conception. Je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça quand même les approches qu'on retrouve. Autre apport de la publication de 2021 de cette norme, c'est que, pour rappel, les États membres ont une obligation en Europe de surveillance du marché. Ça, c'est inscrit dans la loi européenne, c'est dans la loi sécurité des machines. Et donc, quand on a une norme européenne qui reflète l'état de l'art, eh bien, pour les concepteurs, constructeurs qui font l'effort de passer du temps à rédiger une norme européenne en venant à des réunions françaises et des réunions européennes qu'on essaie d'organiser en France quand on prend la responsabilité de la norme, c'est quand même du temps. C'est beaucoup d'investissement aussi en termes de conception, développement de produits, de tenir compte des évolutions de sécurité d'une norme. Nous, ce qu'on demande en tant que représentants des constructeurs, organisations professionnelles qui défendent leurs intérêts, c'est que la règle soit respectée par tout le monde. Et donc, on attend que des autorités, qu'elles fassent respecter la sécurité pour tous les metteurs sur le marché en Europe, tous les constructeurs et les importateurs. Et donc, pour nous, c'est important que la norme reflète le meilleur niveau de sécurité possible, parce que, de toute façon, nos constructeurs, ils vont appliquer l'état de l'art d'aujourd'hui, parce que leurs grands donneurs d'ordre vont les obliger à augmenter le niveau de sécurité si la norme est obsolète. Donc nous, on a tout intérêt à ce que le niveau de sécurité optimum se retrouve dans la norme européenne. Mais, à contrario, il faut que les autorités fassent la surveillance du marché pour s'assurer que tout le monde respecte bien les mêmes règles du jeu, et notamment la norme européenne, dernière version.
La norme européenne harmonisée, c'est un document de référence aussi, donc pour les responsables en charge du contrôle. On en a parlé tout à l'heure. Quand il y a des accidents graves ou mortels, c'est typiquement l'inspection du travail qui va être susceptible de regarder ce document, mais aussi un organisme de contrôle qui va être mandaté par l'inspection du travail pour faire une évaluation de conformité de la machine. C'est aussi un document qui peut être utilisé à l'importation des machines au niveau des douanes, de la DGCCRF. Actualité et prochaines étapes. Je vous ai indiqué tout à l'heure que la législation machine bougeait. On va passer d'une directive à un règlement. Donc le règlement, il est publié, juillet 2023, et sa date d'entrée en application effective, c'est le 20 janvier 2027. J'ai dit 2026 tout à l'heure, c'est 2027. Entre-temps, il faut revisiter tout le parc de normes machines pour voir, par rapport aux nouvelles exigences essentielles qui ont été introduites dans le nouveau règlement machine, ce qu'il y a lieu de modifier dans toutes les normes européennes de sécurité des machines, que ce soit pour les convoyeurs, les centrales à béton, les machines de construction des routes, les robots. C'est un parc de plusieurs centaines de normes. Est-ce qu'il faudra amender les normes dans les instants qui nous restent ou entamer des révisions? Ça, c'est tout l'enjeu des normalisateurs. Mais vous voyez là les grandes étapes. On va basculer vers un nouveau règlement à la mi-2027. Dans cette perspective-là, nos collègues allemands ont souhaité porter les travaux qu'on avait menés jusqu'à présent au niveau européen. Et c'était la France qui avait la présidence et le secrétariat du groupe en charge de la norme européenne sur les convoyeurs pour le vrac, de porter ces travaux-là au niveau international. Je vous le disais tout à l'heure, on est dans un contexte de plus en plus d'internationalisation des travaux normatifs. Et donc, même si nous n'étions pas monteurs, comme majorité de pays ont voté pour aller à l'ISO, travailler sur ces sujets de sécurité, comme on ne veut pas que notre texte européen soit détricoté par d'autres acteurs, on a décidé, avec tous les constructeurs, d'y aller. Et on a constitué déjà un groupe d'experts français qui va prendre la responsabilité d'un groupe de travail, donc au niveau international, qui aura en charge la révision de la norme européenne de sécurité des convoyeurs, qui devra être revisitée en fonction des nouvelles exigences du règlement machine qui s'appliquera en 2027. Alors, pour sûr, la norme ne sera pas révisée avant l'entrée en vigueur du règlement. Mais on va faire de notre mieux pour que la norme soit prête le plus tôt possible. 2024, c'est une année où on va continuer notre campagne de recrutement d'experts français pour venir discuter de la sécurité des convoyeurs pour le vrac. Ces experts français sont conviés, quelles que soient les parties qui le représentent, leurs intérêts, à venir rejoindre la Commission française de normalisation qui discute de sécurité des convoyeurs pour le vrac. Toutes les idées sont les bienvenues. Il n'y a pas du tout de... Alors, on parle d'experts, il faut démystifier ça. Hein. Les experts, c'est des gens en fait qui vont à un moment donné sortir de leur entreprise, de l'organisme dans lequel ils sont, pour passer du temps sur un sujet qu'ils côtoient tous les jours, la sécurité des convoyeurs, et pour lesquels ils estiment qu'ils ont des choses à dire. La façon dont on rédige les exigences de sécurité dans une norme, ça on s'en occupe, c'est pas le sujet. Nous en fait, on demande en fait à ce que tous les experts français du sujet, typiquement un salon comme celui-ci aussi, je pense qu'il y a un vivier d'experts potentiels, soient partie prenante de ce processus-là. Et idéalement même, s'il y a des vocations, accompagne le groupe d'experts qu'on a déjà constitué qui va aller aux réunions internationales, qu'on fera majoritairement en France, puisqu'on a pris la responsabilité du groupe, mais qu'on devra de temps en temps sortir de la France. On ira en Allemagne, puis peut-être il y aura quelques réunions à l'étranger, mais
L'idée, c'est vraiment de profiter de ce positionnement qu'on a pris sur le sujet des convoyeurs pour le vrac. On a la présidence, on a le secrétariat, on pourra faire des réunions en France pour rassembler les meilleurs experts français sur le sujet, pour en discuter au niveau national. La stratégie, elle est la suivante. On n'est pas toujours d'accord quand on discute de sécurité des convoyeurs. Et c'est de faire le chemin ensemble pour trouver un point d'accord. Et une fois qu'on a un point d'accord, on le défend tous ensemble, qu'on soit autorité, constructeur ou utilisateur de convoyeurs ou préventeur. Le groupe France présente des positions au niveau international qui sont consolidées et sur lesquelles on parle d'une seule voix pour justement vraiment influencer fortement l'écriture du texte. Voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous. Alors les prochaines étapes, on va travailler en début 2024 à la stratégie française sur ce sujet, à préparer la première réunion internationale. Le président de ce working group international, ça sera quelqu'un de chez Metso Outotec. Metso Outotec qui est fabricant, pour ceux qui certainement vous le connaissez d'entre vous, fabricant d'installations, machines et équipements pour le traitement des matériaux, typiquement les installations qu'on appelle des installations de carrière. Donc ils font des broyeurs en France. Ils proposent aussi des installations clés en main pour faire le broyage, concassage, convoyage de matériaux qui vont servir après pour la construction de bâtiments ou d'infrastructures du BTP. Et puis voilà, jusqu'au premier semestre 2024, on est encore dans cette phase de campagne pour recruter et faire venir autour de la table les experts en sécurité des convoyeurs pour le vrac. Un expert, ça peut être un responsable d'un bureau d'études chez un fabricant de convoyeurs qui est embêté par l'application de la norme européenne parce qu'il trouve qu'il est mal rédigé, et c'est possible. Elle est toujours bien rédigée par ceux qui la rédigent. Nous, on pense qu'elle est pas mal, mais j'ai bien conscience que elle peut poser des problèmes encore aujourd'hui. Et donc, le but, c'est de lisser tous ces problèmes-là et d'améliorer le texte encore. Un expert, ça peut être quelqu'un d'un organisme de prévention. Ça peut être un utilisateur. Tous les utilisateurs sont les bienvenus, même s'ils n'ont pas beaucoup de temps accordé, s'ils ont un message fort à faire passer, eh bien qu'ils viennent à une réunion, au moins française, pour nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Surtout ce qui ne va pas, parce que ce qui va bien, on ne va pas le toucher. Voilà, tout le monde est le bienvenu. J'en ai terminé pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, s'il y a des questions après coup, je vous laisse quelques instants là, mes coordonnées. Enfin, il y a mon mail seulement. N'hésitez pas aussi, après coup, si des questions reviennent, à m'envoyer un mail. Je ne garantis pas de répondre dans les 24 heures, mais je vous répondrai. Et si je n'ai pas la réponse à la question, je trouverai quelqu'un dans le réseau qui pourra vous aider. Si on est bien sur le sujet de la sécurité des convoyeurs pour le vrac. Alors nous sommes basés à La Défense, à Paris, dans un bâtiment qui s'appelle la Maison de la Mécanique, où on y retrouve l'Union de la normalisation de la mécanique. C'est l'équivalent d'AFNOR pour rédiger les normes qui touchent aux produits mécaniciens, à tous les équipements, machines. C'est là qu'on retrouve aussi la Fédération des industries mécaniques, c'est notre fédération. Et c'est là que nos locaux sont basés. Maison de la Mécanique à Courbevoie, à côté de Paris. Et quand on organise des réunions françaises, alors on les fait en visio maintenant de plus en plus, mais on va passer à un moment donné à des réunions en présentiel, parce que quand on est en mode groupe de travail, pour rédiger un texte en commun, c'est mieux d'être en présentiel. On fait des réunions aussi en présentiel françaises et même européennes, chez les fabricants par exemple, mais ça peut être aussi chez un client. On sort de Paris, je veux dire, on n'est pas...
Non, on n'a pas d'agence locale, non. On n'a pas d'agence locale. Par contre, au bureau, au pôle technique. Oui, oui. Mais au pôle technique environnement, on a l'habitude de se déplacer, notamment sur le territoire national, pour aller voir nos constructeurs, pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas, justement. Voilà. Et dans nos missions, alors on a bien sûr la normalisation, mais on a aussi toutes les affaires réglementaires, hein. Bien sûr, la sécurité des machines, ça c'est un sujet. On travaille sur le sujet au niveau européen, au travers de nos comités européens. On a participé à vraiment à des travaux qui consistaient à amender le texte qui était récemment en cours d'écriture, hein. Et puis notre mission, alors certains industriels nous accompagnent dans ce processus d'influence pour la rédaction du texte européen. Et puis d'autres qui n'ont pas les ressources ou pas le temps sont au moins intéressés de savoir ce qui arrive comme nouvelles exigences pour anticiper. Voilà, donc on est vraiment là pour la défense des intérêts techniques économiques de nos constructeurs. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de salon.